24 octobre 1944. Mer des Philippines. 12 bombardiers et 16 chasseurs décollent de l'Enterprise pour une mission de reconnaissance. Ils sont chargés de patrouiller au sud-ouest du golfe de Leyte. La flotte japonaise se dirige également vers l'île de Leyte, où débarquent des troupes américaines. Deux super cuirassés japonais font partie de cette force navale. Le Musashi et le Yamato sont les deux plus gros navires de guerre au monde. Ils sont la priorité des bombardiers de l'Enterprise. Les pilotes ont un autre objectif, couler le dernier des porte-avions ayant pris part à l'attaque sur Pearl Harbor, le Zuikaku. Son jumeau, le Shokaku, a récemment été coulé lors de la bataille de Truk, dans la mer des Philippines. L'Enterprise et le Zuikaku ont participé aux principaux affrontements de la campagne du Pacifique. Bill Norberg, 23 ans, vient du Massachusetts. Secrétaire du commandant, il navigue sur l'Enterprise depuis le premier jour. Nous étions en train de jouer une sorte de partie d'échecs avec l'ennemi. Le Shokaku et le Zuikaku étaient des navires de la même génération, tout comme l'Enterprise, le Yorktown et le Hornet. On avait déjà souvent croisé le fer avec eux durant la guerre. Vers 8 h du matin, les avions américains atteignent la mer de Sulu. À 4500 mètres d'altitude, les pilotes scrutent l'horizon à la recherche de navires ennemis. Une heure après le décollage, leur patience est récompensée. Une flotte de navires de guerre japonais progresse en direction de Leyte. Elle se compose de 2 cuirassés et d'un croiseur. 4 destroyers légers les escortent. Le groupe naval croise à la vitesse de 15 nœuds, environ 30 km/h. Leur objectif ne fait aucun doute. La flotte compte pilonner les troupes américaines stationnées dans le golfe de Leyte. L'heure est venue d'engager le combat. Les bombardiers se mettent en formation et se préparent à piquer sur les navires. Leur stratégie, placer les bombardiers en position d'attaque et frapper efficacement les cuirassés qui étaient leur cible prioritaire. Pendant ce temps, les chasseurs lançaient une offensive sur les destroyers et les cuirassés qui les escortaient. Le but était de disperser leurs tirs de barrage afin que les bombardiers puissent passer à l'attaque. Ainsi, la part de risque s'amenuisait considérablement. Les Hellcats piquent vers la mer, à pleine vitesse. Les Japonais font feu. Un nuage d'obus antiaériens se dresse devant les avions américains. Les pilotes ont alors assisté à un spectacle assez particulier. Chaque navire tirait des obus explosifs d'une couleur différente. Il y avait du bleu, du jaune, du blanc ou du rouge. C'était une expérience très curieuse. Chaque navire peut ainsi suivre la trajectoire de ses obus et corriger le tir. Les Hellcats traversent les tirs de barrage. Ils assaillent les croiseurs et les destroyers à la mitrailleuse de calibre 50. À la suite, les bombardiers Curtiss, surnommés Helldiver, entament leur piquet vers les cuirassés. À 600 mètres d'altitude, ils larguent leurs bombes de 225 kg. Ils redressent juste au niveau de la mer et parviennent à éviter les obus anti-aériens japonais. Arthur Kropp a 19 ans.
Nous voulions voler en Razmod. C'était le meilleur moyen de déjouer les tirs antiaériens. Les ponts des cuirassés sont en flammes. L'attaque est un succès. Plusieurs bombes ont frôlé leur cible, mais 3 de nos tirs ont fait mouche. Finalement, cette attaque imprévue venait de faire énormément de dégâts chez les Japonais. Les cuirassés nippons sont diminués, mais poursuivent leur route. Le commandant Fred Bakoutis commande l'escadron de L4. Cet affrontement lui sera fatal. Peu après la fin de l'assaut, il signale une avarie par radio, une fuite d'huile. Son avion perd de l'altitude. Il fonce droit vers la mort. S'il survit à l'impact, il ne sera pas sorti d'affaire pour autant à la dérive dans ces eaux hostiles, à des centaines de kilomètres au large. Les pilotes américains pensent avoir frappé un grand coup contre la flotte japonaise. En réalité, ils courent un grand danger. À quelques centaines de kilomètres au nord, une importante flotte se dirige vers les troupes américaines stationnées à Leyte. Elle compte dans ses rangs les 2 super cuirassés tant redoutés, le Musashi et le Yamato. Les Japonais ont attiré l'Enterprise et les autres porte-avions américains loin de Leyte. Cette ruse semble parfaitement fonctionner. En 3 ans de conflit, les flottes de porte-avions américains et japonais se sont régulièrement affrontées. À Midway, dans les îles Salomon, à Santa Cruz, le Japon a récemment essuyé un cuisant revers dans la mer des Philippines. Plus de 400 avions ont été détruits à Saipan. L'aéronavale impériale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Leurs porte-avions naviguaient à vide. Ils étaient toujours présents, mais n'avaient plus assez d'avions ni de pilotes. Une centaine d'appareils est répartie sur les bâtiments nippons encore opérationnels. Bien qu'affaiblie, la puissante marine japonaise demeure une menace réelle. La seule force qui leur restait à l'époque, c'était leurs cuirassés et leurs croiseurs lourds. Ils avaient encore à leur disposition un grand nombre de navires de guerre très puissamment armés. Parmi ces navires, 2 super cuirassés. Le Musashi et le Yamato. Les 2 plus gros cuirassés au monde. Ils étaient immenses. 263 mètres de long, 52 mètres de large, 72 000 tonnes. Chaque navire possédait 9 batteries de canons de 460. Vous imaginez? 46 cm de diamètre. Les plus gros canons de combat naval qu'on avait jamais vus. Ils possédaient un arsenal tout à fait prodigieux. Pourtant, ils étaient aussi rapides que puissants. C'était vraiment de beaux navires. Et ils étaient beaucoup plus résistants qu'on ne pouvait l'imaginer. Bien plus que ce que nous pensions au début de la guerre. Les amiraux japonais comptent à présent sur les 2 fers de lance de leur flotte pour mettre un terme à la progression des troupes américaines. L'état-major nippon doit impérativement empêcher la conquête des îles. Ils savaient qu'à ce stade de la guerre, la meilleure stratégie était de frapper les troupes d'invasion.
Alors, pour la première fois, l'objectif des navires de guerre japonais n'était plus leurs homologues américains. Ils voulaient frapper les navires de transport de troupes et les moyens logistiques de leurs adversaires. Les États-Unis estiment avoir la puissance suffisante pour porter le coup de grâce à l'ennemi. Contrairement aux Japonais, le groupe aéronaval compte encore de nombreux avions et navires. L'état-major américain dispose également d'une flotte importante de croiseurs et de cuirassés. Le contrôle des Philippines semble capital. Il permettrait d'empêcher le Japon de se ravitailler en carburant. Mais la manœuvre est risquée. L'armée japonaise présente sur place est prête à faire face. Un combat à mort s'annonce. Dans un premier temps, les stratèges américains ordonnent l'invasion de l'île principale, Leyte. On avait besoin de Leyte pour préparer et lancer des opérations aériennes. À partir de là, on pouvait agrandir notre rayon d'action et frapper les îles voisines, puis prendre l'île de Luzon et libérer la capitale de l'archipel, Manille. La marine américaine scinde sa flotte en deux groupes. La 7e flotte, sous le commandement du vice-amiral Thomas Kinkaid, est chargée de protéger le débarquement des troupes de Marines. Kinkaid, originaire du New Hampshire, est un homme à poigne. Il possède une grande expérience du combat naval. La 7e flotte escorte les navires de transport de troupes jusqu'à la plage. Le soutien aérien sera assuré par les porte-avions d'escorte, surnommés porte-avions Jeep. Leurs chasseurs auront pour rôle la protection de la flotte de navires. Les cuirassés, les doyens de la flotte américaine, devront bombarder le littoral. Ces navires avaient été coulés à Pearl Harbor, puis renfloués. Le deuxième objectif de l'opération concernait la 3e flotte, sous les ordres de l'amiral Halsey. Bull Halsey jouissait presque d'un statut de saint patron des porte-avions. C'est lui qui avait mené la flotte de l'Enterprise lors des premières campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Halsey dirigera un groupe de 18 porte-avions, dont le légendaire Enterprise. La flotte stationnera au large afin d'assurer un soutien supplémentaire à l'opération de débarquement sur Leyte. Le groupe aéronaval a également pour mission d'intercepter les navires japonais et empêcher leur progression vers Leyte. Mais la marine japonaise compte bien contourner ce rideau défensif. Elle va user d'un stratagème pour tenter de reprendre le dessus sur les forces américaines. Suite à leur cuisante défaite aux îles Mariannes, bataille que nous avions surnommée le tir au pigeon, la flotte japonaise était disséminée un peu partout. Les principaux porte-avions étaient immobilisés au Japon et la marine manquait cruellement d'avions. Ils avaient perdu des centaines de pilotes et d'appareils lors des batailles livrées au cours de l'été. Ils n'avaient plus de porte-avions opérationnels. Le reste de leur flotte en opération était éparpillé très loin dans le sud. Beaucoup de leurs navires étaient encore coincés vers Singapour, parce qu'ils avaient besoin de faire le plein de carburant. Les chefs militaires comptent faire de cette faiblesse un avantage.
Bien que la flotte de porte-avions nippon ne représente qu'une menace offensive mineure, sa destruction demeure la priorité de l'état-major américain. Les Japonais comptent tendre un piège à l'ennemi, en utilisant cette flotte comme appât. Le groupe aéronaval quittera sa base et fera route vers les Philippines. L'amiral Olsey rêve d'envoyer leur porte-avions par le fond. Les stratèges japonais le savent. Ils espèrent qu'Olsey enverra sa flotte à la rencontre de la force navale impériale. Au même moment, le gros de la flotte nippone arrivera alors par le sud. Les cuirassés et les croiseurs de la marine japonaise devront se diviser en deux groupes. Le premier empruntera le détroit de Surigao dans la mer de Sulu et approchera Leyte par le sud. Le second passera par la mer de Sibuyan et le détroit de San Bernardino pour arriver sur Leyte par le nord. Ils prévoyaient de prendre l'île en tenaille. Les navires de guerre étaient censés se retrouver au large de Leyte et resserrer ensemble l'étau sur les transports de troupes. Le face-à-face entre les deux flottes engagera un nombre considérable de navires sur une zone géographique très étendue. À ce jour, la bataille de Leyte demeure le plus gros affrontement naval de l'histoire de la marine. « 24 octobre 1944. Le débarquement des troupes américaines sur Leyte dure depuis 4 jours. Grâce au bombardement soutenu des navires de la 7e flotte, la résistance japonaise s'est avérée inexistante. Ken Peck, 25 ans, vient de l'Oregon. Il est officier d'artillerie. À chaque opération de ce genre, on entamait un peu plus la défense adverse à coups de bombardement durant plusieurs jours. Mais cette fois, ils avaient duré bien plus longtemps. Alors quand nos hommes ont débarqué, il n'y avait plus grand monde pour les arrêter. La flotte japonaise en progression depuis le sud compte bien inverser cette tendance. À moins de 100 km à l'est des côtes de Leyte, à bord de l'Enterprise, l'amiral Olsey continue de lancer des opérations de reconnaissance aérienne. 28 avions sont partis survoler la mer de Sulu et doivent signaler tout navire de guerre japonais en approche. Richard Hart, officier d'artillerie, vient de Virginie occidentale. On savait que la flotte japonaise avait levé l'ancre. Nos sous-marins faisaient du très bon boulot et la suivaient à la trace. Ils nous tenaient au courant de sa progression. 24 heures plus tôt, les sous-marins USS Darter et USS Dace ont repéré le gros de la flotte nippone. Les submersibles patrouillaient au sud de Palawan. Ils étaient parvenus à couler 2 croiseurs lourds. L'amiral Olsey décide de multiplier les opérations de reconnaissance. Un escadron décolle de l'Enterprise et prend la direction du sud. Les capitaines Emmett Riera et Fred Bakutis sont à sa tête. Il repère soudain l'impressionnante flotte japonaise, censée prendre l'île de Leyte par surprise. La flotte navigue sous les ordres du vice-amiral Shoji Nishimura. Âgé de 55 ans, l'amiral Nishimura menait la 7e flotte de croiseurs lors de la bataille de Guadalcanal. Elle fut en partie responsable des dégâts considérables infligés à la base d'Henderson Field.
Riera et son escadron de Helldivers parviennent à endommager 2 cuirassés de la flotte. Le Curtiss SB-2C Helldiver est un avion d'attaque redoutable. Il peut atteindre 470 km/h. La soute est totalement encastrée dans son fuselage. Il dispose de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses de calibre 30 à l'arrière de l'avion. L'attaque des Helldivers a provoqué des incendies à bord des cuirassés. Leurs équipages parviennent à les éteindre. Les dégâts occasionnés sont minimes. Les navires poursuivent leur route. Fred Bakoutis est touché. Par radio, il signale qu'il perd de l'huile et de l'altitude. Puis tente un amérissage. Il parvient à s'extirper in extremis de son appareil avant que celui-ci ne coule. Bakoutis a miraculeusement survécu. Il était parvenu à déployer son minuscule radeau de survie après le crash de son avion. Le capitaine Riera a pu lui larguer un canot bien plus grand, ce qui multipliait ses chances de survie. Riera repère les coordonnées de Bakoutis, puis il donne l'ordre à ses pilotes de se replier. Pendant ce temps, à 480 km au nord-ouest, la flotte principale japonaise traverse la mer de Sibuyan et se dirige vers l'île de Leyte. Elle compte 5 cuirassés, 7 croiseurs lourds, 1 croiseur léger et 13 destroyers. À ses côtés, les super cuirassés Yamato et Musashi. Ils sont équipés de canons de 460 mm. Ces 2 navires sont les atouts principaux de la flotte nippone. Plus tôt, les avions de reconnaissance américains les ont repérés. 10h30 du matin. La flotte japonaise essuie une attaque de bombardiers. Ces chasseurs font partie du groupe aéronaval de l'amiral Halsey. Ils appartiennent à l'USS Intrépide et à l'USS Cabot. Ils ouvrent les hostilités. Des Helldivers et des Avengers ont décollé de l'USS Cabot et de l'USS Intrépide et ont engagé le combat contre le groupe naval japonais. Leurs tirs ont atteint un croiseur et 3 cuirassés, dont les 2 mastodontes Yamato et Musashi. Les 2 monstres d'acier encaissent les coups, mais ne semblent pas faiblir et poursuivent leur route. Une seconde vague d'avions américains a décollé des porte-avions Essex et Lexington. Cette fois, ils concentrent leurs efforts sur le cuirassé Musashi. Les pilotes foncent à travers les tirs de barrage. Les bombardiers alliés touchent le navire à 10 reprises. Cette fois, le super cuirassé semble endommagé. Les bombes et les torpilles ont fini par affaiblir et ralentir le Musashi. Quand la fumée se dissipe, les pilotes constatent que le Musashi gîte par bâbord. Son agonie ne fait que commencer.
Au milieu de l'après-midi, un nouvel escadron d'avions décolle de l'Enterprise et de l'USS Franklin. Les avions américains s'acharnent sur le cuirassé. Quand les pilotes sont arrivés sur la zone, ils ont aperçu cet énorme navire et ont tout de suite voulu le couler. Les pilotes des bombardiers en piqué s'apprêtent à larguer leurs bombes. Ils descendent le plus bas possible avant d'ouvrir les soutes. Ce qui améliore la précision du largage. Les 8 torpilles ont fait mouche, ainsi que les 11 bombes sur les 18 larguées. Quand les escadrons repartent, le Musashi est à l'arrêt. Il est en feu et prend l'eau par la proue. Les pilotes de l'Enterprise ont participé à la destruction d'un des 2 cuirassés les plus puissants au monde. Peu après la tombée de la nuit, le Musashi finira par couler sous les assauts répétés des pilotes américains. Les pilotes étaient sidérés de voir tout ce que le bateau avait pu encaisser avant de basculer et de couler. Le vice-amiral Takeo Kurita finit par ordonner le repli à sa flotte. Il décide de mettre temporairement ses navires hors de portée des raids aériens américains. Pour les Américains, c'était une victoire. Les Japonais reconnaissaient leur défaite. Logiquement, l'amiral Olsey en a conclu que Kurita retirait sa flotte des combats et battait en retraite devant la 3e flotte américaine. Olsey estime alors qu'il peut déplacer le groupe de porte-avions vers un autre objectif. Une décision lourde de conséquences. Plus tard dans l'après-midi, l'amiral Kurita va faire demi-tour à nouveau et revenir sur la zone de combat. Il va profiter de la nuit pour faire traverser le détroit de San Bernardino à sa flotte. Les avions de reconnaissance informent l'amiral Olsey que les porte-avions japonais arrivent par le nord. Il s'agit de la flotte partie du Japon, l'appât destiné à attirer les Américains loin de la bataille de Leyte. Le groupe fait route vers les Philippines. La ruse japonaise fonctionne. Olsey dirige immédiatement son groupe naval à la rencontre des Japonais. Sa devise, frappez fort, frappez vite, frappez souvent. Jack Maroney est artilleur chez les Marines. Il a 20 ans et vient du Texas. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que Bull Olsey rêvait d'envoyer tous les porte-avions japonais par le fond. Il a donc mis le cap au nord, en route pour annihiler la flotte japonaise. Pedro Sandoval, 21 ans, est texan lui aussi. Quelle erreur terrible. Nous avions laissé les autres navires sans protection. La flotte de Olsey quitte le détroit de San Bernardino et laisse la voie libre à la flotte de Kurita.
Halsey est convaincu que les navires de l'amiral Kurita sont partis pour de bon. Il pense également que les porte-avions qui arrivent du Japon représentent une menace sérieuse. 24 octobre 1944, 22h30. La flotte japonaise en provenance du sud est finalement parvenue à traverser la mer de Sulu. Elle se trouve désormais dans le détroit de Surigao. Ce détroit est l'accès sud du golfe de Leyte. Mais la zone a été sécurisée. Au-delà de l'embouchure du détroit, 6 cuirassés américains et 8 croiseurs alliés sont en alerte. Cette flotte est sous les ordres du vice-amiral Jesse Oldendorf. Oldendorf avait à sa disposition des cuirassés relativement obsolètes comparés aux bâtiments de la classe Iowa qui opéraient à l'époque dans le Pacifique. Ces vieux navires avaient été coulés ou endommagés à Pearl Harbor. Il y avait le Maryland et le California. Ils avaient été renfloués. Les Japonais pensaient ne plus jamais les croiser. Finalement, ils allaient les retrouver à Leyte. Ces navires sont chargés de 2 missions. Mener les bombardements côtiers de soutien sur Leyte et protéger les troupes de débarquement du 6e bataillon d'infanterie américain. La flotte japonaise en approche est une menace qui se précise d'heure en heure. Le vice-amiral Oldendorf dirige les opérations. Ces navires patrouillent dans le détroit. Ils finissent par repérer le groupe japonais. À peine averti, Oldendorf déploie ses cuirassés et se prépare au combat. Il a disposé ses navires en formation de combat. Il a choisi cette stratégie très classique, l'attaque en T. Sa flotte en ligne va venir couper en son centre la formation des navires adverses qui, eux, avancent en file indienne. Ainsi, tous les navires japonais seront à portée des tirs de canon américains et ils pourront ouvrir le feu sur une colonne de navires ennemis. 3h51 du matin. Les canons à guidage radar ouvrent le feu sur les navires américains. L'échange de tirs dure pendant plus d'1 heure. Les forces américaines finissent par prendre le dessus. 2 cuirassés, un croiseur lourd et plusieurs destroyers japonais sont coulés. Shoji Nishimura, commandant de la flotte sud, disparaît avec son vaisseau amiral, le Yamashiro. Le bras sud de l'étau japonais était anéanti sans avoir représenté la moindre menace. La stratégie de la formation en ligne a payé. Mais elle ne sera plus jamais utilisée. Le soleil se lève sur le Pacifique. À 800 km au nord du détroit de Surigao, l'USS Enterprise et la 3e flotte se préparent également à livrer bataille. Cap Engagno à la pointe nord de l'île de Luzon. Le piège japonais est tendu. En espagnol, Engagno signifie tromperie ou mystification. « 25 octobre, 6 h du matin. L'amiral Halsey lance ses avions de reconnaissance. Bombardiers et chasseurs décollent à leur suite et sont prêts à passer à l'attaque. À 7h15, 1 heure après leur décollage, les avions de reconnaissance localisent leur cible. Ils ont repéré la flotte japonaise nord. Elle se compose de 4 porte-avions, dont le Zuikaku. Ils ne transportaient que quelques avions, mais de toute façon, ils servaient d'appât. À leur côté, 2 cuirassés, 3 croiseurs légers et 9 destroyers. L'amiral Halsey apprend que le tristement célèbre porte-avions Zuikaku fait partie de la flotte. C'est le dernier vétéran japonais de l'attaque sur Pearl Harbor. Le Zuikaku et le Shokaku étaient les 2 navires qu'il voulait absolument couler. Le Shokaku avait déjà sombré dans la mer des Philippines. Les bombardiers américains ne tardent pas à engager le combat. Les avions déversent des tonnes de bombes sur la flotte nippone.
Les avions de l'USS Lexington, de l'Essex et du Langley se concentrent sur le Zuikaku. 7 torpilles viennent éventrer sa coque et 9 bombes dévastent son pont. Au même moment, à 5 km de là, les bombardiers en piqué de l'Enterprise se préparent à attaquer le porte-avions d'escorte Zuio. Les avions, bombardiers et torpilleurs piquaient tellement près du navire qu'ils ne pouvaient pas manquer leur cible. Ils ont largué leurs bombes et leurs torpilles et le Zuio a été stoppé net, envahi par les flammes. Non loin de là, le cuirassé Ise fait feu sur les avions qui attaquent la flotte nippone. Ce cuirassé est un navire hybride. Au début de la guerre du Pacifique, la marine japonaise y a effectué des transformations. Ses canons arrière ont été retirés afin de construire un pont d'envol. Le cuirassé peut ainsi embarquer 22 appareils et dispose d'une puissance de feu importante, 8 canons de 355 mm. L'enseigne de vaisseau Mike Krause est aux commandes d'un Avenger. Il se dirige droit vers le navire japonais. Au poste de bombardier se trouve l'opérateur radio et canonnier Arthur Kropp. Au milieu des tirs d'obus, l'Avenger fonce sur le cuirassé japonais. Il traverse un nuage bigarré de projectiles de couleur. Ignorant le danger, Mike Krause garde le navire en ligne de mire. Arthur Kropp ne quitte pas son radar des yeux et l'informe sur la distance qui les sépare de la cible. Un obus japonais explose à proximité de l'avion. Juste sous la queue, la lucarne au-dessus de ma tête a volé en éclats. Mike a redressé l'avion. J'étais sûr d'avoir été touché. Je sentais quelque chose me dégouliner dans le dos. Malgré ces événements, les deux hommes restent concentrés sur leur mission. Je continuais à lui donner les indications. Il a tiré. La torpille a fait mouche. L'Avenger reprend de l'altitude. Arthur Kropp peut enfin examiner sa blessure. En fait, c'était simplement de l'eau qui me gouttait dessus. Je n'avais rien. L'obus qui avait éclaté près de l'avion devait être sacrément costaud parce qu'un shrapnel a explosé la lucarne. C'est tout ce que je peux dire. Au retour, l'Avenger des deux pilotes passe au-dessus du porte-avions Zuikaku en train de sombrer. Tout son équipage se trouve sur le pont. Mike a ralenti. Il est passé tout doucement en survolant le pont. Les soldats japonais brandissaient leurs sabres ou leurs poings dans notre direction. Je sais pas pourquoi je leur ai fait un bras d'honneur, puis on a filé. Tout au long du conflit, le Zuikaku a fait de nombreuses victimes américaines. Aujourd'hui, au Cap Engano, les pilotes qui en sont venus à bout sont euphoriques. Le porte-avions finit par sombrer dans les flots du Pacifique. La flotte qui avait mené l'attaque sur Pearl Harbor avait disparu. La revanche était totale. Mais la joie est de courte durée. Un message radio annonce la mauvaise nouvelle. On s'occupait des porte-avions quand on a entendu à la radio que la flotte principale était en train de revenir sur ses pas. Alors que la flotte de l'amiral Halsey a mis en déroute les porte-avions japonais au Cap Engano, les troupes américaines qui débarquent sur Leyte sont incrédules. La flotte du vice-amiral Takeo Kurita a déjà atteint l'île. La veille, Halsey pensait l'avoir fait battre en retraite, mais les Japonais ont fait demi-tour. Après avoir traversé le détroit de San Bernardino de nuit et sans la moindre opposition, ils atteignent le golfe de Leyte au petit matin. Alors que la troisième flotte décime le groupe de porte-avions japonais, Kurita et ses navires s'apprêtent à empêcher le débarquement américain sur l'île de Leyte. Aucun cuirassé américain ne se trouve dans la zone pour protéger les troupes. Les seuls navires présents sur place sont des porte-avions d'escorte et la flottille de destroyers qui les accompagnent. Les porte-avions d'escorte déplacent 7800 tonnes, mesurent en moyenne 156 mètres de long pour 20 mètres de large. Leur vitesse de croisière s'élève à 35 km/h.
Ils peuvent embarquer 28 avions et leur défense antiaérienne se limite à des batteries de canons de 127 mm. Leur équipage compte généralement 860 hommes. Au lever du soleil, les porte-avions d'escorte ont préparé leurs avions, comme tous les jours, avant de lancer les opérations aériennes de routine pour soutenir les troupes de débarquement. Ils ont été très désagréablement surpris de constater qu'une puissante armada de navires de guerre japonais leur fonçait dessus. 32 km au nord-ouest. Depuis son Avenger, l'enseigne Bill Brooks signale la présence de l'ennemi, à moins de 16 km au nord de Leyte. Le capitaine lui répond que c'est impossible. Mais Brooks est sûr de lui, alors il confirme à son supérieur qu'il a les navires sous les yeux. Plus au sud, les cuirassés de la 7e flotte sont trop éloignés pour venir au secours des troupes. Quant aux destroyers et aux porte-avions d'escorte, ils n'ont pas la puissance de feu nécessaire. Ils étaient pour ainsi dire désarmés avec leurs petits canons de 127 mm. Ils n'avaient rien de plus gros à opposer à l'ennemi. En face, les Japonais avaient le cuirassé Yamato et ses canons de 460 mm, les plus gros canons de combat naval au monde. Et ils avaient aussi un autre cuirassé, ainsi que leurs croiseurs lourds. Le rapport de force n'était pas inégal, il était totalement démesuré. Le commandant de l'un des destroyers américains décide de faire face. Le capitaine de corvette Ernest E. Evans est aux commandes de l'USS Johnston. Il est déterminé à tenir tête à l'ennemi. Il avait deux solutions, fuir ou combattre. Cet acte de bravoure défiait les lois de la raison. Les destroyers américains sont équipés de canons de 127 mm, mais peuvent également tirer des torpilles. Malheureusement, la portée de ces torpilles n'est que de 8 km. Il était à 16 km et devait réduire la distance de moitié pour espérer faire des dégâts avec ses torpilles. Evans donne l'ordre de foncer droit sur l'impressionnante flotte nippone. Son objectif, se rapprocher suffisamment du groupe naval japonais afin d'envoyer ses torpilles. La charge héroïque d'Evans inspire les autres capitaines de destroyers. Ils ont foncé sur les navires japonais, prêts à en découdre. Ils ont même produit des écrans de fumée pour protéger les porte-avions légers pendant qu'ils s'éloignaient à 30 km/h à peine. Les porte-avions d'escorte utilisent leurs canons de 127 mm. Ils lancent également plusieurs escadrilles d'avions sur les forces impériales. La flotte aérienne de soutien est composée de chasseurs et de bombardiers. Le Wildcat est le plus vieil avion embarqué, mais sa puissance de feu demeure redoutable. La flotte est parvenue assez rapidement à lancer plusieurs centaines d'avions pour harceler les navires japonais. La flotte nippone sera bientôt à portée des torpilles du capitaine Evans. Il faisait tirer ses canons de 127. Les obus rebondissaient sur les coques des énormes navires japonais. Mais il s'en fichait. Il visait les passerelles et les ponts. Enfin, Evans lance une torpille contre le croiseur lourd Kumano. Et quelques instants plus tard, Elle a pulvérisé l'avant de la coque du croiseur. Un autre croiseur, le Suzuya, vient prêter main forte au Kumano. Evans a lancé une deuxième torpille. Les attaques des torpilles et des avions américains plongent l'amiral Kurita et ses officiers dans un profond désarroi.
Ils étaient totalement dépassés. Ils pensaient qu'une force beaucoup plus puissante les attaquait. Les croiseurs japonais coulaient les uns après les autres. Les ponts des cuirassés étaient criblés d'impacts. Ça rendait toute manœuvre coordonnée très compliquée pour eux. Ils devaient virer de bord constamment pour éviter les attaques venues du ciel. Ils avaient donc du mal à positionner les navires pour ajuster leurs tirs et atteindre les porte-avions d'escorte. La flotte japonaise accuse le coup. Ils pensaient avoir l'avantage. C'était d'ailleurs le cas en termes de puissance de feu. Mais ils étaient incapables de frapper efficacement. Les attaques aériennes étaient un véritable calvaire pour eux. Ils ont fini par abandonner. Et ils ont battu en retraite. Je dois dire qu'ils sont repartis assez piteusement. Ils auraient pu nous couler au moins 3 navires. Mais je ne sais pour quelle raison l'amiral japonais a ordonné la retraite. C'était un retournement de situation inattendu pour les navires américains. Ils étaient d'un seul coup libérés d'une menace qu'ils pensaient devoir affronter pendant beaucoup plus longtemps. Le capitaine de corvette Ernest Evans, le héros du jour, ne survivra pas. Avant de battre définitivement en retraite, les destroyers japonais prennent pour cible l'USS Johnston, le navire du capitaine Evans. Ce dernier sursaut vengeur aura raison du navire. La bataille du golfe de Leyte s'achève sur une nouvelle débâcle pour la marine japonaise. 4 porte-avions, 3 cuirassés, 10 croiseurs, 11 destroyers et près de 14 000 marins et aviateurs ont disparu. Les pertes américaines sont beaucoup moins importantes. 2 porte-avions d'escorte, 2 destroyers et 2 destroyers légers. 1500 hommes ont péri dans la bataille. Ça a vraiment marqué la fin de la marine japonaise. À partir de cette date, elle n'a plus jamais été capable de repousser efficacement les assauts de la marine américaine. C'était véritablement la fin d'une époque. La flotte japonaise avait pourtant révolutionné les techniques de combat naval. À Pearl Harbor, le Japon avait innové en utilisant des porte-avions. À l'époque, on doutait de l'efficacité des porte-avions. Pearl Harbor a célébré l'avènement de ce nouveau type de navire de guerre. Et la bataille de Leyte a clairement établi que sur l'échiquier mondial, la seule force navale capable de dominer dans ce domaine était la marine américaine. À ce jour, l'affrontement du golfe de Leyte demeure la bataille navale la plus importante de l'histoire en termes de forces mobilisées. Ça dépassait l'entendement. Et qui était au beau milieu de tout ça? L'USS Enterprise. Il était là, au début de la guerre, pour faire barrage contre le Japon. Il a été pendant un temps le seul porte-avions américain en service dans le Pacifique. Pour l'un de ses pilotes, la bataille de Leyte va même durer quelques jours de plus. L'avion du capitaine Fred Bakoutis a été abattu au-dessus de la mer de Soulou le matin du 24 octobre. Le pilote a ensuite dérivé sur l'océan pendant 6 jours. En plein milieu de la nuit, alors qu'il dort, des bruits de moteur diesel réveillent Bakoutis. Ça lui affiche une sacrée trouille, parce que ça pouvait être un navire de patrouille, ou même un destroyer japonais. Il s'est sûrement dit qu'il allait être fait prisonnier. En fait, c'était l'USS Hardhead, un sous-marin qui était parti à sa recherche. Le sous-marin rapatrie le pilote à bord d'un autre submersible. Il sera ensuite ramené à Perth, en Australie. Bakoutis sera rapatrié à Pearl Harbor, où il rejoindra son bataillon. La guerre touche à sa fin.
la perte de sa flotte de porte-avions, le Japon est désespéré. Prochainement dans les chroniques de l'USS Enterprise. La marine américaine doit faire face à une nouvelle menace. Les kamikazes font leur apparition sous l'impulsion du vice-amiral Onishi. Ces missions suicides causeront la perte de plusieurs dizaines de navires américains.